nous allons aujourd'hui justement vous présenter tous ces différents éléments. Dans ce cadre, tout d'abord, vous allez le voir, vous avez un chat. Vous allez avoir une équipe qui assure derrière ce live les réponses à vos éventuelles questions. Donc, si aujourd'hui vous connaissez pas forcément, vous n'êtes pas forcément très familier avec la sécurité sociale, la CPAM, la CAF, vous êtes au bon endroit, bienvenue. Si vous êtes plus affilié, restez puisque vous pourrez éventuellement poser des questions supplémentaires dans le chat et notre équipe vous répondra. Alors tout d'abord, éclairons un petit peu les notions. CAF, CPAM, sécurité sociale, peut-être RSA, APL, C2S. Alors, un certain nombre d'acronymes, un certain nombre de notions qui peuvent être un petit peu floues. Donc, essayons d'y voir un petit peu plus clair. Tout d'abord, vous allez avoir un grand ensemble. Ce grand ensemble, c'est la sécurité sociale. Le but de la sécurité sociale, c'est d'intervenir à différents événements de votre vie. Des événements qui vont induire des dépenses supplémentaires ou des événements qui vont induire des pertes de revenus, des pertes de ressources. Par exemple, vous allez avoir la branche famille qui va intervenir au moment de la naissance d'un enfant. La naissance d'un enfant qui va signifier des dépenses supplémentaires et donc la branche famille va vous octroyer des prestations pour compenser ces dépenses supplémentaires. Vous allez avoir des pertes de revenus qui vont être liées à de la maladie, à un accident du travail. Dans ce cas-là, l'assurance maladie va intervenir pour compenser cette perte de revenus et vous octroyer là aussi un revenu supplémentaire. Enfin, dernier exemple, vous allez avoir avec l'âge, et on vous le souhaite bien sûr, même si c'est peut-être un petit peu loin pour vous aujourd'hui, avec l'âge, vous allez avoir une moindre capacité à travailler et donc avec la fin du travail, vous allez avoir l'assurance vieillesse qui va venir compenser et vous offrir une prestation, les fameuses retraites. Donc j'espère qu'après cette explication, vous y voyez plus large. La sécurité sociale, un grand ensemble, et finalement ce qu'on va appeler des branches, différentes branches, une branche famille, une branche assurance maladie, une branche vieillesse. Cela étant dit, je vous propose de rentrer un petit peu plus dans le vif du sujet. Et puis on va commencer avec l'assurance maladie. Alors tout d'abord, Zara, l'assurance maladie, finalement, qu'est-ce que l'assurance maladie? Alors, l'assurance maladie, aujourd'hui, permet à chacun d'entre nous de pouvoir se soigner tout en bénéficiant d'une prise en charge qui peut être partielle ou totale dans certains cas. Je vous donne un exemple. Quand vous allez chez le médecin, votre consultation, vous la payez 25 euros. Aujourd'hui, l'assurance maladie nous rembourse à hauteur de 70% de ces 25 euros, soit environ 16,10 euros. Donc, elle intervient déjà dans les soins, donc quand on va chez le médecin. Mais pas que. Elle intervient également quand on se retrouve malade, donc on ne peut pas aller travailler, on a une prescription nous dispensant du travail, donc un arrêt maladie. Là aussi, elle interviendra pour justement compenser à hauteur de 50% environ du tarif, du salaire net qu'on obtient, donc ce qu'on appelle l'indemnité journalière. Donc elle intervient dans la santé, mais également en cas d'arrêt maladie lié à la santé, bien évidemment. Donc on comprend, l'assurance maladie, lorsqu'on a un réflexe, lorsqu'on a une problématique de santé, le réflexe c'est l'assurance maladie. Tout à fait. Plus précisément, on parle d'assurance maladie du Val d'Oise. Alors pourquoi assurance maladie du Val d'Oise? Alors c'est très simple. On fonctionne par département de résidence. Chaque personne habitant dans le département, je vous donne l'exemple du Val d'Oise, dans le 95, sera affiliée à l'assurance maladie du 95. Celle qui habite dans le 78 sera affiliée à celle du 78. Donc on fonctionne par résidence, par adresse. D'accord. Alors, tu as parlé d'affiliation. Mhm. Pour ceux qui nous écoutent, peut-être que la première question qui leur vient à l'esprit, c'est comment est-ce qu'on s'affilie à l'assurance maladie? Comment est-ce qu'on en bénéficie? Alors pour pouvoir bénéficier de l'assurance maladie, il y a déjà 2 critères à remplir. Premier critère, avoir la régularité, donc être en situation régulière. Deuxième critère, vivre sur le territoire français depuis au moins 3 mois. Ces 2 critères-là sont obligatoires. Une fois qu'on remplit ces 2 critères, on peut faire la demande d'affiliation en complétant le document qu'on appelle la PUMA, en intégrant tous les documents nécessaires et en les déposant à l'assurance maladie du lieu de résidence, bien évidemment. D'accord, ok.
Donc on est affilié. Est-ce qu'il y a quelque chose à faire une fois qu'on est affilié? Il y a des choses spécifiques? Alors, quand on est affilié, il faut savoir que même quand on est affilié, la première chose à faire, c'est que quand on déménage ou quand il y a un changement de RIB, il faut impérativement en informer l'assurance maladie. Et j'ai oublié de vous dire aussi, parce que je vous ai parlé de l'affiliation pour les personnes qui demandent l'affiliation pour la première fois. Mais Oui. là, aujourd'hui, on a les étudiants. Donc, la plupart du temps, les étudiants étaient affiliés sous le papa ou la maman. Donc, automatiquement, à leurs 18 ans, ils bénéficient de l'assurance maladie sans faire aucune démarche. Oui, oui, oui. Effectivement, c'est bon à savoir. En tant qu'étudiant, on n'a pas à faire une démarche proactive pour bénéficier de la sécurité sociale. C'est automatique, c'est dans la continuité de ses parents finalement. Si vous êtes au régime général, donc le régime général pour simplifier, ça va être l'assurance maladie, la CEPAM. Tout à fait. Vous resterez à la CEPAM. Si vous êtes par exemple fils ou fille d'agriculteur qui est donc rattaché à la MSA, là vous allez rester à la MSA. Tout à fait. D'accord. Et du coup, pour les étudiants internationaux, comment ça se passe? Alors, pour les étudiants étrangers, ils doivent impérativement se rendre sur un site pour faire leur demande. Le nom du site que Mylène va vous mettre dans le chat, c'est étudiant-6 étranger.amélie.fr. Ils devront se rendre sur ce site pour en faire la demande et pour intégrer tous les documents nécessaires à leur affiliation à l'assurance maladie. D'accord. Bon, vous avez pu le voir, je pense, à l'écran, du coup, à travers les différentes images que vous avez vues. L'idée, c'est bien de vous faciliter les choses, finalement, puisque l'ensemble des démarches pour les nationaux sont automatiques, et puis pour les étudiants internationaux, ça se fait en ligne et de manière, finalement, plutôt facilitée. Tout à fait. D'accord. Donc, une fois qu'on a fait toutes ces démarches, ou pas d'ailleurs, on est bénéficiaire de la sécurité sociale. Mhm. C'est bon, tout est pris en charge. La maladie, il n'y a plus aucun souci en termes de prise en charge? Non, comme je vous le disais précédemment, l'assurance maladie intervient à hauteur de 70% de remboursement pour les soins de ville et un autre pourcentage pour les autres soins comme la pharmacie ou l'hospitalisation. Il reste systématiquement un reste à charge qui peut varier de 30 à 20%. Pour éviter d'avoir un reste à charge, le mieux, c'est d'avoir une complémentaire santé ou une mutuelle ou encore une prévoyance. C'est cette institution qui comblera, enfin qui remboursera le reste à charge qui reste, je me répète un peu, mais bon, ce qui reste à payer. Alors souvent, je pense que pour les étudiants qui nous écoutent, cette complémentaire santé, elle sera celle de leurs parents, ils seront des ayants droit, Tout à fait. notamment. La plupart du temps, pour une personne qui a des parents qui bénéficient déjà d'une complémentaire, hein, d'une mutuelle, le parent n'aura qu'à délivrer le certificat de scolarité à la mutuelle pour pouvoir les garder sous leur mutuelle jusqu'à leurs 21 ans ou leurs 25 ans. Alors là, je ne veux pas vous dire de bêtises, mais jusqu'à un certain âge. À un moment donné, ça sera plus possible. D'accord. Mais dans le cas des étudiants qui sont pas rattachés au foyer de leurs parents, par exemple parce qu'ils sont partis dans une université peut-être éloignée, avec un nouveau logement, et qui ont peut-être des revenus plutôt bas, Mm. en cumulant les études et éventuellement un emploi étudiant, comment est-ce qu'ils peuvent faire ces étudiants-là pour accéder à une complémentaire pas trop Alors, chère? il y a effectivement une autre solution, c'est ce qu'on appelle la complémentaire santé solidaire. C'est ce qui remplace l'ancienne CMU. Donc aujourd'hui, toute personne qui bénéficie de revenus, je vais dire très modestes, hein, il y a les plafonds hein, sur amélie.fr, donc les ressources maximum, peuvent justement demander à bénéficier de la complémentaire santé solidaire qui est gratuite. Celle-ci prend en charge tout le tiers payant intégral. Donc en gros, la personne n'aura rien à débourser pour se soigner. Juste à présenter sa carte vitale et son attestation. Elle permet aussi de donner l'accès à certains soins, ce qu'on appelle le panier de soins, donc des soins dentaires, de l'optique et également, pour d'autres personnes, les audioprothèses. D'accord. Ouais. Je te laisse continuer, vas-y. Non, mais je te laisse me poser ta question suivante. Alors, je ne sais pas si tu les as en tête, les revenus. Donc, on a différentes complémentaires santé. Alors, il me semble que pour la complémentaire santé solidaire gratuite, c'est 753 € par personne et par mois.
Ça, c'est pour la gratuite. Et c'est ce que je voulais vous dire tout à l'heure. Je vais rebondir également sur la participative. Parce qu'effectivement, quand on dépasse un peu les 753 euros, il y a aussi encore une autre possibilité, c'est d'avoir la complémentaire santé solidaire avec participation. Donc là, le montant, enfin le forfait à ne pas dépasser, il me semble que c'est 1006 euros par mois de ressources. Donc c'est la même chose que la complémentaire santé solidaire gratuite, sauf que là, on va leur demander une participation, maximum 1 euro par jour. Donc le maximum, c'est 30 euros. Mais ça, c'est aussi en fonction de l'âge. Donc 30 euros, c'est les personnes de plus de, je crois que c'était 70 ans, si je ne me trompe pas. Mais pour un étudiant, vu que là, on est avec les étudiants, c'est 8 euros par mois. D'accord. Et elle a les mêmes avantages que la complémentaire santé solidaire gratuite. Alors, évidemment, quand on donne ses revenus, c'est pour une personne seule. Tout à Si fait. Là, l'étudiant est en couple, oui, j'ai donné les revenus que pour une seule personne. Après, effectivement, je vous invite aussi à aller sur amélie.fr pour avoir, il y a un moteur de recherche qui permet, enfin pas un moteur de recherche, je ne sais plus comment on appelle simulateur. ça. Un simulateur, merci Émilie, qui permet justement de rentrer toutes nos ressources et le nombre de personnes dans le foyer pour nous permettre de savoir si on peut en bénéficier ou pas. D'accord. Alors, donc on comprend, finalement, il y a un régime de base, c'est la sécurité sociale. Tout à fait. Ce qu'il faut pour diminuer le reste à charge, c'est avoir une complémentaire. Néanmoins, malgré ces deux régimes, quelque part, on peut avoir aussi des soins qui sont assez coûteux. Et malgré ces deux régimes, un reste à charge conséquent. Est-ce qu'on a une autre solution, quelque chose que l'assurance maladie peut offrir pour limiter ce reste à charge? Alors oui, effectivement, il existe aussi un autre dispositif qu'on appelle l'aide financière individuelle. J'ai du mal, AFI avec l'acronyme, donc qui permet à n'importe quelle personne, à n'importe quel assuré, de demander une aide financière pour pouvoir faire ses soins. Quand je vous dis pour pouvoir faire ses soins, effectivement, des fois, même quand on a une complémentaire, qu'on a le régime, qu'on est affilié à l'assurance maladie, il nous reste des fois un petit reste à charge à payer. Donc là, on peut compléter la demande d'aide financière. C'est une commission qui se rassemble 2 fois par mois à peu près et qui décide ou non d'accorder une aide à la personne. Donc la réponse, elle est directement envoyée par courrier. Donc là, c'est une aide vraiment qui est disponible, enfin, qui est accessible à tout le monde. La seule chose qu'il faut savoir, c'est que cette aide, c'est pas comme pour la complémentaire santé solidaire avec participation ou sans participation, c'est vraiment une commission qui se réunit pour étudier la situation de la famille pour pouvoir octroyer une aide à la personne rencontrant ce genre de difficultés. Je vous donne un petit exemple, ça sera plus parlant. Quand on va chez le dentiste, donc on a notre mutuelle, on a notre carte vitale, donc tous nos droits sont à jour. Par contre, des fois, il reste un reste à charge important pour des soins dentaires, des prothèses, parce que les soins sont pris en charge à 100% par l'assurance maladie. Là, la personne qui rencontre ce genre de difficulté peut solliciter une aide financière. D'accord. Donc, demain, je suis étudiant, je veux bénéficier de la C2S ou je veux bénéficier d'une aide financière individuelle. C'est quoi le plus simple? Je me rends en agence, j'appelle l'assurance maladie, c'est le 3646, le numéro de l'assurance maladie, qu'est-ce que je fais? Alors, il y a plusieurs canaux. Déjà, effectivement, on a plusieurs agents sur le territoire du Val d'Oise, donc on peut prendre rendez-vous directement en agence. Il existe également le 3646 qui est gratuit, il me semble, depuis juillet 2020. Donc c'est un numéro de téléphone gratuit. Mais pas que. Il existe également le compte Amélie. Donc ça, pour moi, c'est une merveille. Je me permets de le dire. Pourquoi? Parce que quand on a le compte Amélie, on peut quasiment tout faire dessus. On peut télécharger une attestation. On peut transmettre la demande de complémentaire santé solidaire directement en ligne. On peut consulter ses remboursements. On peut avoir toutes les informations liées à notre problématique. On peut même envoyer une réclamation par rapport à un dossier qu'on a, avec lequel on a quelques difficultés. D'accord. Oui, donc le compte Amélie, l'assurance maladie, c'est le réflexe à avoir, mais pour celui qui est à l'aise avec le numérique, le compte Amélie, c'est aussi le réflexe à avoir conseille pour toutes ces démarches. Tout à fait. Ok. T'as d'autres
D'autres exemples, d'autres choses à savoir, peut-être en lien avec le numérique? Alors, oui, il y a l'annuaire santé. Je ne sais pas si tout le monde connaît ou pas, mais pour moi, ça va avec le compte Amélie. C'est une bonne trouvaille, hein. Pardon. Dans le sens où, aujourd'hui, quand on est malade, on va chez son médecin traitant parce qu'il y a le parcours de soins. On est obligé de passer par le médecin traitant et il peut nous orienter vers un spécialiste pour pouvoir justement pouvoir trouver quelle est la problématique que la personne rencontre. Le spécialiste, on n'en connaît pas forcément. Donc du coup, quand on va sur l'annuaire santé, en tapant le nom de la spécialité recherchée, on peut retrouver un médecin à proximité de chez nous. On peut même choisir un médecin qui prend ou pas des dépassements d'honoraires, qui prend ou pas la carte vitale, et même dans certaines situations, choisir un homme ou une femme. Parce que je sais que certaines personnes sont plus à l'aise avec des hommes et d'autres plus avec des femmes. Donc ça permet vraiment de trouver tous les spécialistes à proximité sans pour autant prendre 2 ou 3 transports pour aller voir le médecin. D'accord. Je voulais voir un dernier sujet avec toi. C'est vrai que là, on a plus parlé de la prise en charge des soins. Euh, pour les étudiants qui nous écoutent, j'imagine, ils vont peut-être moins voir les médecins que, par exemple, leurs parents. Quand on est jeune, on a moins tendance quand même à aller voir les professionnels de santé. Et il y a quelque chose auquel je pense, c'est la prévention. Alors souvent, on dit que mieux vaut prévenir que guérir. Et dans les faits, c'est vrai que la prévention, ça permet d'éviter des situations de complications de soins. Est-ce que l'assurance maladie fait des choses en matière de prévention et notamment à destination des étudiants? Oui, effectivement. Ce qu'il faut savoir déjà, c'est que la prévention aujourd'hui vise à éviter et ou réduire aussi un nombre incalculable de maladies. En effet, on sait tous que quand on détecte à temps une pathologie, quelle que soit la pathologie, il y a plus de chances de guérison. Donc c'est un peu pour ça qu'on a mis en place pas mal de choses dans le cadre de la prévention. Donc l'assurance maladie a effectivement mis en place plusieurs actes de prévention. Je peux vous parler notamment de MT Dents. Alors je ne sais pas si vous connaissez tous. La fameuse pub à la télé avec les différentes dents, c'est ça? Tout à fait. Donc ça, c'est un acte de prévention. C'est de la prévention qui vise toutes les personnes entre 3 et 23 ans. Donc c'est un acte, enfin c'est une consultation gratuite tous les 3 ans, à partir de l'âge de 3 ans. Il y a beaucoup de 3, hein, mais pour les inciter à aller chez le dentiste et à vérifier l'état de leurs dents. Pourquoi? Parce que des fois, on peut avoir certaines caries bien cachées qu'on ne voit pas forcément et qui ne se réveillent pas forcément. Et le dentiste, pendant cette consultation, peut les détecter et les soigner. Donc, du coup, ça évite la grosse rage de dents derrière et ça évite également de perdre une dent. Donc ça, c'est un acte de prévention qui fonctionne pas mal et qui vise beaucoup de personnes. Donc concrètement, vous avez 18 ans, 21 ans, 24 ans, vous avez reçu un coupon MT Dents que vous pouvez utiliser, Tout à une fait. consultation gratuite. Tout à fait. D'accord. Autre dispositif? Oui, alors comme autre dispositif, je peux vous parler, justement, dans un mois et quelques jours, on va rentrer dans le mois sans tabac. Donc, je sais que ça ne va pas plaire à tout le monde, mais bon, le mois sans tabac, c'est vraiment une action qui est mise en place par l'assurance maladie qui vise à aider toutes les personnes à arrêter de fumer. Donc, pour pouvoir les aider à arrêter de fumer, il y a plusieurs choses qui sont mises en place. Donc déjà, des interventions. Donc on a des collègues qui vont à la rencontre des personnes pour justement échanger avec eux, leur donner des conseils et également leur donner un planning à suivre pour l'arrêt du tabac. L'objectif, c'est de vraiment les soutenir dans cette démarche et de les accompagner dans la démarche de l'arrêt du tabagisme. D'accord. Et je voulais dire autre chose, mais j'ai un gros trou de mémoire. Je suis désolée. Sur moi sans tabac ou... Oui, sur moi sans tabac. D'accord. Excusez-moi, mais ça va Bon, me revenir. ce qu'on comprend, c'est qu'il y a un accompagnement, il y a des prises en charge gratuites. Voilà, c'est ça. Donc, il faut savoir également que tout ce qui est substitut est pris en charge par l'assurance maladie à 100%. D'accord. Donc, les gommes De nicotine. merci, les gommes de nicotine, je voulais pas donner de marque, sont prises en charge à 100%, mais pas que, hein, et puis même la consultation, enfin vous pouvez même aller voir votre médecin pour être accompagné. Il y a aussi un numéro de téléphone qui est mis en place
pour justement permettre aux personnes qui souhaitent justement échanger sur sur l'arrêt de leur tabac, de se mettre, enfin de leur demander conseil. En gros, il y a beaucoup de choses qui sont mises en place pour l'arrêt du tabac. D'accord. Et je crois que tu avais un troisième dispositif. Tout à fait. Donc là, c'est le troisième dispositif qui est à destination de tout le monde. Je ne sais pas si vous connaissez tous, c'est l'examen, le bilan de santé. Le bilan de santé, c'est un bilan qui permet à chaque personne de bénéficier d'un check-up, hein, c'est ce que j'appelle ça grossièrement check-up, mais c'est un peu ça. Donc c'est une consultation. Oui, il y a également une consultation, mais c'est un rendez-vous qu'on propose à toute personne, environ tous les 5 ans, pour justement contrôler l'acuité, l'audition, prise de sang, enfin voilà, le cœur. Un check-up général. Voilà, la totale. Et à la fin de tous ces examens, vous rencontrez un médecin pour justement la lecture des résultats. D'accord. Je le conseille à tout le monde, c'est un examen qui est gratuit. Là aussi, je vais demander à Mylène de vous mettre dans le petit chat le numéro de téléphone, vous permettant ainsi de prendre rendez-vous pour un bilan de santé. Ok. Donc c'est assez riche finalement. On prend soin de ses dents, de ses poumons et même en règle générale de tout. C'est ça. Avec IPC, c'est ça. C'est super. Voilà. Bon. Autre chose ou j'ai répondu à toutes les questions? Bon, je pense que côté assurance maladie, on a un certain nombre de choses. Bon, j'espère que c'était assez clair pour vous qui nous écoutez. Pour résumer, on a un régime de base à la sécurité sociale, l'assurance maladie, et qui peut être accessible à la plupart d'entre vous, soit automatiquement, soit en faisant la demande, notamment pour les étudiants internationaux. On a des possibilités d'aide, notamment sur de la complémentaire santé, et puis on a d'autres dispositifs sur plutôt de la prévention, et la prévention aide justement à rester en bonne santé. C'est un investissement pour l'avenir, on dira. On est bien d'accord là-dessus. Et avec un réflexe qui est Amélie, qui permet de faire un certain nombre de choses et qui facilite les démarches. Tout à fait, sur le compte Amélie, et là je ne le vendrai jamais assez, on peut vraiment tout faire et avoir toutes les réponses à ces questions. Donc pour toutes les personnes qui n'ont pas encore ouvert leur compte Amélie, je vous invite à le faire. Pour ce faire, il vous faut votre numéro de sécurité sociale et vous rendre ou sur amélie.fr, tout simplement avec votre carte vitale et votre numéro de sécurité sociale, ou sur France Connect. On peut également se connecter sur son compte Amélie ou encore télécharger directement sur le smartphone l'application de l'assurance maladie. Et là encore, le numéro de sécurité sociale suffira amplement pour ouvrir son compte. Tu parles de France Connect, c'est vrai que France Connect c'est assez facilitant pour ceux qui nous écoutent si vous ne connaissez pas. C'est un portail qui va vous permettre, et encore plus avec le temps, de vous connecter sur les différents services publics avec un seul identifiant, un seul mot de passe, et vous n'aurez pas énormément de mots de passe à retenir et énormément d'identifiants. Merci beaucoup Zara pour l'assurance maladie. Et on va passer à la CAF d'Oriane. Oui. Alors, même question, on reprend les mêmes bases. Tout d'abord, qu'est-ce que la CAF, à quoi ça sert? Donc la CAF, ça sert, comme on peut l'entendre, ça concerne les familles. Mais pas que, parce qu'on aide également les personnes qui n'ont pas de ressources en leur versant du RSA, les personnes qui sont atteintes d'un handicap avec l'allocation adulte handicapé, mais aussi les personnes qui débutent dans leur activité professionnelle avec la prime d'activité, et ceux qui s'acquittent d'un loyer mensuel avec l'aide au logement. D'accord, on voit un champ relativement large en ce qui concerne la CAF. Et là, même question, on parle de CAF du Val d'Oise. Alors pourquoi CAF du Val d'Oise? C'est à peu près le même principe que pour la CEPAM, c'est-à-dire par rapport à son lieu de résidence. Donc on dépend du Val d'Oise, mais aussi de son régime de cotisation. Donc c'est le régime général. La plupart des habitants du Val d'Oise dépendent du régime général, donc sont rattachés à la caisse d'allocation familiale. Mais si on est rattaché au régime agricole, là on fait appel à la MSA pour faire ses démarches auprès de l'organisme. D'accord, ok. Donc on comprend finalement, pour la plupart de ceux qui nous écoutent, ils relèveront de la CEPAM régime général côté maladie et de la CAF régime général pour toutes les allocations qui relèvent de la CAF, donc prestations familiales, mais aussi on l'a vu au-delà. Aujourd'hui on va se concentrer sur l'aide au logement. Alors pourquoi se concentrer sur l'aide au logement? Pourquoi l'aide au logement? Parce que les autres prestations qui sont servies par la CAF, on entend qu'il faut avoir un enfant à sa charge, donc c'est une famille,
la plupart des étudiants ne sont pas concernés par ce type de prestations. Ou pour ceux qui n'ont pas de revenus, on peut penser au RSA, sauf qu'il y a un critère d'âge qui est demandé. Il faut avoir au moins 25 ans au jour de la demande. Donc ça ne concerne pas tous les étudiants qui nous écoutent aujourd'hui. Donc l'aide au logement, c'est la prestation qui permet de cibler le plus grand nombre d'étudiants si vous vous acquittez d'un loyer et en respectant certaines conditions qu'on va voir plus tard. Donc c'est le moment pour ceux qui nous écoutent de tendre l'oreille, c'est vraiment la prestation dont éventuellement ils peuvent bénéficier et on va voir dans quelles conditions. Tout d'abord, avant tout, pour bien comprendre les choses, on a parlé d'aide ou d'allocation au logement. Dans le débat public, on entend beaucoup parler d'APL. Alors, est-ce que c'est la même chose? Est-ce que tu peux nous aider à y voir plus clair déjà? Alors oui, c'est vrai que de manière générale, on parle toujours d'APL quand ça concerne l'aide au logement. Mais l'APL, ça concerne uniquement les logements qui sont conventionnés. C'est-à-dire qu'il y a eu un accord entre le bailleur et la CAF pour se mettre d'accord au niveau du montant du loyer. Donc dans ce cas-là, le montant de cette aide est versé uniquement au bailleur. Pas de possibilité que ça soit versé aux bénéficiaires. Donc si le logement n'est pas conventionné, on peut aussi bénéficier de l'aide au logement à caractère familial. Donc ça suppose que soit l'étudiant ou le couple ont un enfant à leur charge. Donc dans ce cas-là, on peut soit verser l'aide au bailleur ou à la locataire directement. Et si le logement n'est ni conventionné et si ça ne concerne pas une famille avec un enfant à charge, là on bascule sur l'aide au logement à caractère social. Mais c'est juste une question de dénomination. Le principe général reste le même, les calculs restent le même. C'est le nom qui change. D'accord, on voit que finalement on a quand même un champ assez large de type d'allocation logement. Typiquement, par exemple, le type de logement conventionné, ce serait les logements du Crous. Assez souvent, c'est conventionné si je dis pas de bêtises. Tout à fait. D'accord. C'est ça. Donc dans ce cas-là, l'étudiant qui est dans ces logements-là, l'allocation logement ira directement au Crous et viendra en diminution du loyer pour l'étudiant. Oui. D'accord. Donc je suis étudiant. L'allocation logement, peut-être comme un certain nombre de personnes qui nous écoutent, m'intéresse. Qu'est-ce que je dois faire comme démarche? D'abord, quand est-ce que je dois commencer à m'intéresser à cette allocation? Alors, on peut commencer à s'intéresser à cette prestation à partir du moment où on signe le contrat de location de la maison ou qu'on rentre dans le logement. Donc, on se manifeste auprès de notre organisme pour effectuer cette demande parce qu'on prend en compte la date de la demande ou soit le mois suivant l'entrée dans les lieux pour ouvrir un droit à cette prestation. On ne peut pas malheureusement revenir sur les mois antérieurs s'il n'y a pas de manifestation et pas de demande de la part de l'allocataire. Il n'y a pas de rétroactivité? Pas du tout. D'accord. Donc ça, c'est le quand. Oui. Et comment? Comment? Donc en se rendant sur le site caf.fr. Donc dessus, vous avez la possibilité de faire votre demande, mais également de faire une simulation du droit auquel vous pouvez potentiellement avoir droit. Pour cela, vous devez vous munir d'une adresse mail, du contrat de location de la maison, de vos ressources et d'un RIB. La demande, elle dure à peu près 15-20 minutes. Donc quand vous êtes sur le site caf.fr, vous cliquez sur l'onglet Faire une demande de prestation, le logement, et là vous avez soit la possibilité de faire la simulation, ou soit de faire la demande directement. Alors, bon, tu me contrediras si je me trompe, mais là on retrouve les mêmes schémas classiques. Le réflexe, c'est le service en ligne, caf.fr, amélie.fr. Vous avez des simulateurs en ligne pour la C2S, pour l'aide au logement, et vous pouvez faire votre demande en ligne. Ok. Et alors là, la question finale qui intéresse, je pense, celui qui nous écoute, c'est quelle est la condition? Quelles sont les conditions pour accéder à la prestation? Donc il y a des conditions qui sont liées au logement et aux ressources. Donc tout d'abord, vous devez être titulaire d'un contrat de location, donc avoir signé un bail. Être locataire. Être locataire, tout simplement. Il n'y a pas de condition d'âge. Donc une personne âgée de moins de 25 ans peut tout à fait bénéficier de l'aide au logement. Si vous êtes bénéficiaire de cette prestation, par contre, vous ne serez plus rattaché sur le dossier de vos parents. Si vous perceviez auparavant des prestations sur le dossier de vos parents, là, ce ne sera plus le cas si vous avez le droit à l'aide au logement. Et il faut résider sur le territoire français au moins 8 mois dans l'année. Donc pour cela, les conditions qui sont liées au logement. Donc on prend en compte si le logement est conventionné, si c'est une colocation ou pas, si le logement est meublé. On demande également à ce que le logement soit décent, c'est-à-dire qu'il y ait un minimum de confort, qu'il soit aux normes au niveau sécurité et sanitaire. Et il y a le critère de surface. Donc pour une personne seule, on demande à ce que le logement fasse 9 mètres carrés.
et pour un couple 16 mètres carrés. Ce qui est 9 mètres carrés, c'est normalement la loi en fait. Voilà, tout à fait. Après, ça peut arriver qu'il y ait des dérogations qui soient accordées, mais c'est du cas par cas et c'est limité dans le temps. Les conditions qui sont liées aux ressources, donc on prend en compte les ressources perçues des 12 derniers mois, ainsi que des ressources de l'année N-1 et N-2, donc là c'est 2019 et 2020. Et vos ressources sont comparées à un barème qui est fixé par décret. Et en fonction des ressources calculées, il y a un droit qui sera étudié ou non. D'accord. Bon, le plus simple, j'imagine, là, c'est d'aller sur le simulateur pour voir si on est en dessous ou au-dessus du barème. Exactement. Et alors, le simulateur va nous aider, j'imagine, mais est-ce que tu peux nous dire comment est-ce que, l'argent étant le nerf de la guerre, comment est calculé le montant de la prestation? Comment il est calculé? On prend en compte le montant du loyer hors charge quand c'est un logement non meublé. Et quand c'est un logement meublé, on prend le montant du loyer avec les charges. On prend les ressources, la composition du foyer, donc s'il y a des enfants en charge ou pas sur le dossier, le lieu de résidence. Et si vous êtes étudiant boursier ou non boursier, il y a un forfait qui sera appliqué d'office par notre organisme, même si vous n'avez pas perçu de revenus au cours des 12 derniers mois. Si vous êtes étudiant, il y a des planchers qui sont accordés, qui sont appliqués d'office. D'accord. Bon, je pense que c'est peut-être notamment le cas des étudiants qui nous écoutent. La situation des étudiants, elle est protéiforme en fonction du soutien ou non, par exemple, des parents dans le logement. Enfin, les situations sont très différentes. Et moi, je voulais faire un focus sur 3 types de situations et te demander si ça avait des conséquences particulières. Tout d'abord, pour les élèves boursiers, est-ce qu'il y a des conséquences? Alors, pour les boursiers, on peut tout à fait cumuler le montant de sa bourse avec l'aide au logement. Il n'y a aucune barrière à ce niveau-là. Mais comme je l'ai dit juste avant, il y a un plancher qui sera différent des élèves non boursiers, qui sera appliqué d'office si la personne est locataire ou réside dans un foyer. Mais par contre, pour l'octroi de cette bourse, il faut nous avertir. Nous, on n'a pas la possibilité d'avoir cette information. Donc, c'est aux bénéficiaires de nous prévenir à partir du moment où il est bénéficiaire de cette bourse pour qu'on puisse recalculer son droit à cette prestation. D'accord. Oui, la bourse modifie le plafond pour être éligible à la prestation. Deuxième question, les étudiants qui cumulent les études et un travail, est-ce que ça change quelque chose? Oui, ça change. Alors, ça dépend si l'étudiant cotise à la sécurité sociale étudiante ou s'il cotise au régime général. Le calcul ne sera pas fait de la même manière. Donc, s'il cotise à la sécurité sociale étudiante, il sera considéré comme un étudiant auprès de notre organisme. Donc, on appliquera uniquement le forfait pour les étudiants. Sauf que s'il cotise au régime général, dans ce cas-là, on prendra en compte ses ressources qu'il perçoit des 12 derniers mois, donc ses salaires, pour le calcul de cette prestation. D'accord. Et dernière chose, dernière typologie d'étudiants, l'étudiant qui est en colocation. L'étudiant qui est en colocation, donc il peut faire sa demande d'aide au logement, mais chaque colocataire doit effectuer sa demande d'aide au logement directement sur le site caf.fr en indiquant le montant de sa participation, de son loyer qu'il verse, avec la surface totale du logement, pas uniquement de sa chambre, et indiquer également le nombre de colocataires pour qu'on puisse faire le calcul en fonction. Après, au sein d'un même logement, s'il y a 3 colocataires, ils peuvent avoir 3 montants d'aide au logement parce que s'il y en a un qui est boursier, non boursier, il y en a un qui travaille, donc ça ne sera pas le même montant et qu'il ne faut pas se calquer sur le montant que peut avoir droit son voisin. Chaque dossier est tout à fait différent. D'accord. Et une fois que j'ai l'aide de logement, que c'est bon, je suis éligible, j'ai eu mon versement, est-ce qu'il y a d'autres choses à savoir de particulier? Il y a une petite particularité pour si vous devez nous faire part d'un changement de situation. Si vous changez votre adresse, un RIB, s'il y a un changement au niveau de votre situation familiale, l'arrivée d'un enfant, dans ce cas-là, vous vous connectez directement sur le site caf.fr et vous avez la possibilité de faire ces modifications. Tous les changements sont possibles depuis votre espace personnel. Donc même un numéro de téléphone, une adresse mail, c'est toujours important d'avoir les informations à jour pour qu'on puisse communiquer de manière plus rapide et plus efficace. Et si vous changez d'adresse, de département, vous mettez votre nouvelle adresse et après c'est à l'organisme, à la CAF, de faire le transfert de votre dossier
dans votre nouveau lieu de résidence. Et dans ce cas-là, vous allez avoir un nouveau numéro d'allocataire concernant votre nouveau lieu de résidence. Vous n'allez plus dépendre de la CAF du Val d'Oise, mais de la CAF de votre nouveau lieu d'habitation. D'accord. Bon, là, on comprend que c'est un petit peu la même chose, encore une fois, le même réflexe que pour l'assurance maladie. On change de situation, on déménage, on change de RIB. Il faut indiquer ce changement de situation à la CAF ou à la CEPAM. Dernière chose, un dernier conseil pour les étudiants qui nous écoutent? Pour les étudiants qui nous écoutent, on pouvait prendre contact avec certains organismes, certaines structures étudiantes qui peuvent vous aider. Vous pouvez être en lien avec des travailleurs sociaux pour vous aider à faire différentes démarches. Donc il y a tout d'abord le CROUS pour l'octroi d'une bourse éventuellement. Il y a un site internet, c'est messervices.étudiants.gouv.fr, donc sur lequel vous pouvez établir une attestation du CROUS et toutes les informations concernant le CROUS. Il y a également l'ALGESEC, ce sont 4 résidences étudiantes qui sont à Cergy. Donc on va vous mettre le lien directement dans la conversation parce que je ne pense pas que vous avez de quoi noter tout de suite. Et il y a des résidences étudiantes telles que Nextitic pour lesquelles vous pouvez faire une demande et ça sera plus en adéquation avec les besoins d'un étudiant il y a des laveries, il y a des choses qui sont mises à disposition pour faciliter votre aménagement et votre vie au quotidien. D'accord. Je pense qu'on a tout dit sur l'aide au logement, donc on arrive vers la fin. Alors, il me reste tout d'abord à vous remercier, Zara et Doriane, pour ces présentations, pour ces échanges. Merci beaucoup aussi à toutes les personnes qui œuvrent, et ils œuvrent d'arrache-pied, hein, je peux vous le dire, en arrière, sur la régie, mais aussi pour vous répondre dans le chat. D'ailleurs, je propose qu'on ne ferme pas tout de suite le direct, qu'on laisse un fond d'écran pour permettre au chat de répondre aux questions. Donc, si vous avez des questions ultérieures, bon, là tout de suite, vous pouvez évidemment les poser au chat. Vous avez la possibilité de nous contacter au 3646, on a donné le numéro, ou vous pouvez aussi poser votre question sur le 3646. Alors, sur amélie.fr si vous avez le compte Amélie. Mais là, je suis sur Assurance Maladie, mais c'est quoi le numéro côté CAF? Comment est-ce qu'on fait pour vous contacter? 3246, il me semble. 3246. Bon, vous pouvez le trouver sur CAF.fr ou on vous le met dans le chat quoi qu'il en soit. Je voulais juste rajouter une petite chose, hein, je me permets vu qu'on est là. L'assurance maladie est sur une opération vaccination à l'université de Cergy. Donc demain, il y aura plein d'affiches avec les dates où l'assurance maladie sera sur le campus et que vous pourrez rencontrer directement si vous avez des problématiques ou des questions à poser. Voilà. L'occasion de se faire vacciner et aussi d'échanger sur des problématiques assurance maladie. N'hésitez donc pas. Merci à vous d'avoir assisté à cet échange. Et puis on espère que c'était clair, on espère que vous avez appris des choses, on espère que vous avez passé un bon moment. Et très bonne année du coup scolaire 2021-2022. Merci Emilique. Merci.